contribue à la renaissance de son club, les Dallas Mavericks. À toi la pamplemousse, à moi, non, à toi. Wow, Michael, super. Mon coast to coast. Get that, baby. Bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et pour nous envoyer vos commentaires et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Pour animer cette émission, je suis comme d'habitude avec Quentin en ce 24 décembre. Salut Quentin. Un beau petit cadeau des Mavericks hier soir. C'est ça, un très beau cadeau des Mavericks. Et puis nous, à notre bien maigre et modeste échelle, on fait notre petit cadeau à Howdy Mavs, à nos auditeurs. S'ils veulent un épisode pour Noël, eh ben, le voici. Très joyeux Noël à tous. Et je suis également avec Nico. Salut Nico et joyeux Noël. Joyeux Noël tout le monde. Effectivement, ça charbonne sur Howdy Mavs. On a même un épisode de 24 décembre. Je veux dire, on ne s'arrête jamais. Alors, j'ai l'impression que nos épisodes se ressemblent parce que encore une fois, pour ce podcast, on va être obligé de démarrer avec Cooper Flagg, qui nous fait encore un match stratosphérique. On le dit à chaque fois, il s'améliore de match en match. Quentin, tu es obligé de me commenter le match de Cooper Flagg hier contre les Nuggets. Je vais commenter même moi les matchs de Cooper Flagg. La régularité dans l'excellence est assez folle. Je sais que j'ai dit dans des émissions, les gars, ce n'est pas normal qu'un rookie fasse 20 points par match. Ne vous attendez pas à ce qu'il passe 20 points par match. Je crois que j'annonçais 16 points, je ne sais plus ce que vous aviez dit. Eh bien, Cooper Flagg est bel et bien effectivement au-dessus du lot. C'est bel et bien un talent à part. Il l'a encore une fois confirmé. Et puis, je me souviens avoir dit aussi que des fois, je trouvais qu'il ne montrait pas assez ses émotions. Et ben là, en plus, il nous montre ses émotions. Il y a de tout. Et en plus, hier, on a eu la réussite à 3 points, qui est un petit point faible de lui cette saison. Donc, ça a rendu sa prestation excellente. Il nous a mis un poster dunk. Ensuite, il sort les muscles et tout. Il y avait sa famille au premier rang. Je pense que ça l'a bien motivé. Un énorme kiff. Des fois, je prends un peu de recul et je me dis... Cette chance qu'on a eue de l'avoir en premier pick, exceptionnelle. Que du J'ai l'impression qu'on a passé un cap hier. En fait, il fait 40 minutes, 33 points, presque un triple-double avec 9 passes, 9 rebonds. Et justement, il y avait ce tir extérieur. Nico, est-ce qu'on peut considérer maintenant que Cooper Flagg est devenu une star de NBA ? J'ai l'impression que hier, il y a eu un cap qui a été passé. Peut-être que je m'enflamme un peu. Moi, je pense que tu t'enflammes pas tant que ça, en fait. Je pense qu'il y a une progression régulière. Ce qui était marquant hier soir, c'est qu'il a rajouté une arme, en fait. Je pense qu'il était sur son scoring sur les 7-8 derniers matchs. Il était quand même quasiment pas dans le shoot extérieur. Il travaillait beaucoup dans ce jeu de pénétration, utilisait ses grands segments et son athlétisme. Ce qui était marquant hier soir, c'est qu'il mettait dedans à l'extérieur. Qu'il a pris 6 tirs extérieurs. Il en a mis 4. Et surtout, tu avais l'impression qu'il développait un peu plus l'arsenal complet du joueur de NBA. Le seul truc à changer, c'est que maintenant, il a plus 18 ans, il a 19 ans. Donc, il est encore ridiculement jeune. Mais effectivement, match de patron, c'est l'ironie du truc, c'est match de patron à 19 ans. Il y a un signe pour moi qui montre qu'il a passé un cap, c'est que dans le 4e, les Nuggets ont fait des prises à 2 contre lui, comme si c'était lui la menace numéro 1 des Mavs et c'était la seule façon de l'arrêter. Quentin, est-ce que tu as vu ça aussi dans le 4e ? Oui, pour le coup, tu n'as pas tort. La menace numéro 1A et 1B, c'était clairement Davis et Cooper Flagg. Je ne sais pas s'il y a un déclic sur ce match-là, mais en tout cas, sur la série de matchs en cours, on a clairement une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas AD l'option 1 et Cooper l'option 2, c'est plus un 1A et 1B, et c'est très très kiffant de voir ce duo, parce qu'on en reparlera, AD nous fait un super match, mais du coup, les Nuggets l'ont défendu comme on défend effectivement la star d'une équipe, et je pense que, ouais, on peut le dire là actuellement... les Dallas Mavericks, en Cooper Flagg, ils ont trouvé pas que leur star du futur, mais déjà leur star de maintenant, encore une fois, sans oublier Anthony Davis, ce qu'il nous fait sur la série de matchs qui est très bon, hein, bien évidemment. Sur le match d'hier, on a Flagg, il a fait 33 points, il a mis 33 points. Anthony Davis, 31 points. Jokic,
29 points. Et Jamal Murray, 31 points. C'était qui le meilleur joueur sur le parquet hier soir, Nico? Moi, ce que je dirais surtout, pour revenir un peu sur le côté prise à deux, c'est que Denver n'avait pas de solution pour Cooper Flagg dans la première partie du match. Mais il mettait tout, en fait. C'est simple, je crois qu'il est en première mi-temps, il est à 8 sur 9, ou un truc complètement indécent, ridicule comme ça, parce qu'ils n'avaient pas de solution pour lui. Parce qu'en plus d'être à droit à l'extérieur, à l'intérieur, il mettait tout. Donc la prise à deux, elle était obligatoire, parce que sinon, le système de jeu, il était très simple. Je le file à Cooper Flagg, on va regarder, et puis il marque à chaque fois. Donc écoute, après, je pense surtout que c'était des moments, c'était des moments et des séries. Ça avait vraiment été un match de série d'ailleurs hier soir, hein. C'est vraiment des séries de Denver recolle au score, puis Dallas reprend une avance et ainsi de suite. Donc on a vraiment été dans des matchs de série. Il n'y a pas un joueur qui se détache particulièrement. Je pense que ce que je retiens moi surtout, ça ne va pas répondre à ta question, mais c'est que dans un effectif assez restreint, voire très restreint, je pense qu'on s'est quand même pas mal démerdé pour avoir des joueurs forts au scoring, qui sont clairement dégagés, à commencer par Anthony Davis et Cooper Flagg. Et je trouve qu'on a eu pas mal de points intéressants du banc de joueurs. On n'est pas forcément habitué à les voir scorer autant. Que chacun apporte en fait du scoring. Donc ça s'est bien réparti, je trouve. Ça ne te répond toujours pas à ta question. Mais c'est mon impression d'hier soir. Le meilleur Alors, joueur sur le Quentin, terrain, toi, c'était qui le meilleur joueur sur le parquet? ça dépend. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est Nikola Jokic et c'est le meilleur joueur du monde à mes yeux. Et d'ailleurs, on a vu quelque chose que j'ai trouvé très sympa et qui fera plaisir aux fans du basket d'antan, c'est que vu qu'on avait du mal, on ne voulait pas qu'AD prenne trop de fautes sur Jokic, on a fait rentrer Gafford, mais à un moment, on avait aussi besoin de l'apport de AD. Eux ont fait rentrer aussi Valanciunas et donc on a eu plusieurs minutes avec Valanciunas, Jokic d'un côté et Gafford, AD de l'autre. Et du coup, ça m'a fait rire parce qu'on voit plus trop souvent des line-up comme ça avec 4 personnes qui font 2,10 m et plus. Donc ça, c'était sympa. Donc je dirais quand même Jokic, même s'il y a un vrai débat. Bon, c'est pas un podcast Nuggets, mais il y a un vrai débat selon moi sur sa décision à la dernière seconde du match. Ils ont que 1 point de retard. Il a pour moi passé le plus dur parce qu'il lui reste que Caleb Martin en défenseur et il choisit d'aller à 3 points plutôt que d'aller prendre le lay-up. Je sais qu'effectivement, son joueur était ouvert à 3 points. Dans le corner, il a plus de 50%. Mais j'estime perso qu'il avait plus de 50% de réussir son lay-up sur un Caleb Martin qui n'est pas un grand défenseur, dans les deux sens du terme. Donc voilà, choix discutable de Jokic. Mais écoutez, nous, ça nous arrange. Mais ça me permet quand même de dire que on a cette victoire, les gars, mais on est encore passé, comme contre Indiana, à ça de débriefer une défaite très frustrante. C'est vrai Ouais, que je suis le ton d'accord. de notre podcast n'aurait pas été le même s'il oui. avait mis ce shoot à la fin, hein. 131 à 130, finalement, Nico, ouais. Oui, je comprends très bien ce que dit Quentin. Après, c'était un match avec une réussite indécente à 3 points. On est à quasiment 50% de réussite à 3 points pour les Nuggets, ce qui est quand même incroyable. Et je dirais que c'est un shoot complètement ouvert. Donc en NBA, un shoot complètement ouvert, même si tu es à 3 points, ça reste un bon shoot. Donc effectivement, après, il aurait pu y aller. Enfin, c'est aussi du Jokic, tu vois. C'est aussi, je te vois ouvert, je préfère te faire la passe. Bah, c'était un super match en tout cas. C'était vraiment ce que je retiens moi, c'est que c'était un super match avec une belle opposition de Denver, qui est quand même pas au niveau attendu parce qu'ils s'enchaînent quand même des défaites pas folles et un niveau au classement qui reflète pas pour moi la qualité de l'effectif, même s'ils sont diminués. Mais je prends bien la victoire parce que ça vient compenser les défaites frustrantes de la veille, quoi. Et un autre joueur, donc vous avez commencé à en parler, c'est Anthony Davis. Encore une fois, un gros match. Et c'est pas le premier, hein. Même dans les défaites précédentes, il avait été très bon. Là, on a senti son impact des deux côtés du terrain. Ouais, alors attention, moi je nuancerai le truc. Je dirais que ça fait 2 excellents matchs d'AD. New Orleans, Denver Nuggets, on a eu du très 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 grand Anthony Davis, du niveau All-Star et probablement du Anthony Davis Premium, on va l'appeler comme ça. Sur les 2 matchs précédents, pas tant que ça, quoi. Il fait des bons matchs, mais enfin, on n'est pas dans des chiffres à 35 et 15 ou 35 et 17. On a effectivement sur les 2 derniers matchs, particulièrement hier, il était impressionnant. Là, il était à 35 minutes, 12 sur 19, donc il était assez efficace. Et puis, c'est 31 points, c'est 9 rebonds. Il a aussi 3 interceptions, il a même 4 passes, donc c'est un match complet. Et c'était lui qui était pris à 2 la plupart du temps, sauf à la fin où les Nuggets se sont un peu plus focalisés sur Flagg. Quentin, le match d'Anthony Davis, match patron.
Oui, oui, les matchs d'Anthony Davis, parce que pour le coup, même contre Philadelphie, je trouve qu'il fait un bon match, même si on vient le perdre, il aurait pu faire mieux parce qu'en face, il n'y a pas Embiid, mais il fait quand même un bon match. On a la régularité Anthony Davis, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup demandé dans nos podcasts. Là, hier, ils ont passé la stat. Sur tous les matchs cette saison où AD a joué, je crois qu'on est à 8 victoires et 7 défaites. Donc c'est un peu ce qu'on visait quand on parlait un peu de nos prédictions. Moi, je disais, je pense qu'on ne sera pas vraiment à l'équilibre, mais presque. On se doutait bien que AD n'allait pas jouer tous les matchs. Et je pense que voilà, AD fait une grande part de ça. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, on a quand même un plancher qui est assez haut par sa régularité, par ce qu'il apporte en défense. Il prend aussi beaucoup de tirs où il n'y a pas une grande variance dans le pourcentage de réussite. C'est-à-dire qu'il va être très proche du cercle, etc. Donc, il a atteint ce qu'on demandait quand il était blessé la dernière fois, qu'on parlait de le remettre en valeur et tout. C'est-à-dire qu'il joue, il est régulier. Et là, on est sur plusieurs matchs, effectivement, de patron. Il a son petit mi-distance qui rentre bien aussi. Donc, il faut que ça continue, parce que dans tous les cas, qu'on vise la victoire tout de suite, ou qu'on vise, comme on a dit plein de fois dans les podcasts précédents, un trade, eh ben, il faut qu'il enchaîne les matchs comme ça, parce qu'un Anthony Davis de ce calibre-là, ça vaut très très cher en 2025. Et même, il écartait le jeu. Hein. Du coup, ça permettait à Flag d'attaquer le cercle grâce au spacing sur le match. Donc, Ouais, je me rends compte, j'étais un peu radin. Je me suis remis les stats de Philadelphie. J'avais pas le souvenir qu'il avait été aussi fort, au moins statistiquement parlant. Je sais que j'étais un peu frustré parce que je me disais il devrait les marteler à l'intérieur et qu'on avait juste des Drummond en face, en gros, en termes de masse physique, qu'il aurait pu en mettre 40. C'est un peu ça ma frustration. Mais ouais, le truc marquant qu'on n'a pas assez évoqué, je pense, c'est la qualité de son jeu de passe. Je trouve que ça s'est vraiment vu, notamment hier soir, dans le jeu de prise à deux. Il était très calme. Ça, tu vois que c'est un daron. Très calme, à jouer trouver le joueur ouvert, proposer une bonne passe, à pas trop forcer. Ça, c'est quand même une super qualité, parce que quand tu commences à prendre à deux et que du coup tu crées des shoots seul, bah tu rentres dedans, quoi. Juste un dernier truc, j'ai oublié de le dire, je voudrais évoquer ça très rapidement. C'est marrant les souvenirs. Notre petit Tim Hardaway Jr. là, qui s'est rappelé à notre bon souvenir hier soir. Ah, ça, je me suis dit, putain, ça me rappelle le Tim Hardaway des grands soirs. Putain, il nous fait 7-3 mal, hein. points hier. Hein. 7-3 points, il est à 23 Putain, points, mais il en met 7. la, Hein. la mitraillette, et je putain qu'il se posait pas de questions, hein. Il avait ouvert, il faisait son fameux shoot avec. Enfin, vraiment, il y a un positionnement assez parfait quand il shoot. Ça m'a pas rappelé que des bons souvenirs, hein. Enfin, ça m'a rappelé les bons soirs, ça m'a aussi rappelé les mauvais soirs. Non, mais cet affrontement, il est beau. On a quand même gagné 2 matchs contre Denver cette saison. Et encore une fois, il y a des blessés, mais nous aussi, Kyrie n'est pas là. Donc, c'est quand même des très bonnes stats. C'est ces mêmes Nuggets qui viennent de battre, enfin, qui ont battu il n'y a pas longtemps aussi les Rockets. Ça montre que vraiment, les Dallas Mavericks, ils peuvent aller jouer dans cette stratosphère-là, les grosses équipes. Et c'est ce qui rend encore plus frustrant les défaites contre des équipes mauvaises. Parce que on n'a pas parlé, mais elle remonte un peu. Mais la victoire contre Détroit, c'est une victoire phare aussi. C'est le leader de l'Est. Et le match est serré, mais je veux dire, c'était un vrai match de bonhomme. C'était très, 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 très physique. On a vu beaucoup de matchs où l'équipe était soft. Là, ils ont montré qu'ils pouvaient aussi donner, tu vois. Et donc, ces victoires contre Détroit, contre Denver, elles sont très rassurantes parce que voilà, on sait que l'équipe n'est pas aussi nulle que ce qu'on pensait au début de la saison. Il y a de quoi aller chercher les gros. Et voilà, c'est ce qui rend encore plus frustrant, c'est ces défaites de cons là où tu gâches des avances que tu as réussi à te créer. Les gars, hier, il y a aussi un truc qui m'a marqué, c'est la rotation de meneurs. Alors là, vous allez pouvoir m'expliquer ce qu'a voulu faire Jason Kidd. Mais donc, on avait Ryan Nembhard, il a eu le plus de minutes à 32. Mais après, c'est Jaden Hardy à 27 minutes. Il était même titulaire, Jaden Hardy. Qu'est-ce qui s'est passé là dans cette rotation de meneurs? C'est assez simple. On avait Klay Thompson et McChristy qui étaient sur le flanc. On avait besoin d'un deuxième arrière. Il n'a pas joué meneur, Ouais, c'est ça. il a joué deuxième arrière. Et on avait besoin de scoring, et notamment du scoring extérieur. Bon, bah, les deux attitrés n'étaient pas dispo. Logiquement, on a eu Hardy qui a fait du Hardy d'ailleurs. Moi, si tu veux parler du poste de meneur, moi, ce qui m'a marqué quand même, j'aime beaucoup Ryan Nembhard. Je l'ai dit déjà pas mal de fois. Il était un peu dans le dur quand même sur ces derniers matchs, hein. Avant Denver, là, il restait quand même sur des statistiques et une impression visuelle qui n'était pas le meilleur. Ça devenait un peu inquiétant. Je trouve qu'il a apporté une bonne réponse hier soir dans un contexte relativement difficile quand même face à lui. Alors toujours pas avec un scoring très élevé, ça ne sera pas ce qu'il va apporter. Par contre, je le trouvais beaucoup plus serein à la passe. D'ailleurs, ça se voit statistiquement.
et beaucoup plus à trouver les bons joueurs et avec un peu moins de déchets. Je sais pas s'il se bouffait un peu le Ricky Wall là, mais contre Philly, face à une grosse opposition, même face à Denver, il était un peu dans le dur. Et à New Orleans encore plus. Là, j'ai trouvé pas mal du tout, Ryan Nembhard. Et enfin, parce qu'on a grave besoin d'un meneur performant. Là. C'est ça, pour rebondir un petit peu, effectivement, le choix d'un Hardy titulaire, c'est pour pas casser la rotation de Brandon Williams, qui, comme ça, là, en sortie de banc, tu gardes ce que tu avais habituellement. Et on va dire qu'un poste d'arrière, c'est le plus facile à insérer, à interchanger, parce que c'est celui qui va demander aussi le moins la balle. Donc Hardy, en fait, n'a clairement pas été meneur, comme a dit Nico. Et puis pour Ryan, effectivement, bon, on s'attend pas de lui à ce qu'il fasse des grosses nuits à chaque fois au scoring, mais moi ce que je surveille vraiment, c'est un peu le ratio turnover passe D, et lui il reste très bon, et c'est ce qu'on lui demande. Hier c'est 7 passes D pour une seule perte de balle. Donc écoute, moi ça me va. Ce qui est plus à noter, c'est quand même que à eux deux, j'ai trouvé que Cooper Flagg et Anthony Davis ont pallié le manque de P.J. Washington, qui est une grosse absence quand même défensive pour mener l'équipe, tu vois, un peu l'âme de l'équipe, comme on a dit plusieurs fois. Et pour le coup, c'est assez fou de nous faire oublier l'absence de P.J. Washington, car en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont fait ressentir hier, Flagg et Heidi, qui ont vraiment été des patrons dans ce match-là, encore plus sur cet aspect-là. Et il y en a un d'ailleurs qu'on n'a jamais cité depuis le début de la saison parce qu'il était à peu près injouable, mais hier il a été plutôt bon, c'est Caleb Martin. D'ailleurs il fait 2 matchs là où on le revoit un peu. C'est intéressant pour les Mavs d'avoir ce joueur. On a l'impression que ça y est, il reprend un peu confiance et il a été pas mal hier. Hot take. Tu vois, hot take. Moi, j'avoue que je suis content de retrouver Caleb Martin. Je sais qu'il n'a pas que des copains, à juste titre, mais j'étais assez content de le retrouver sur le terrain. Et je trouve que son profil, qui est quand même un joueur plus défensif, il est loin l'époque où il mettait 20 points par match avec Miami, accessoirement. Mais là, sur un profil beaucoup plus défensif, je le trouvais vraiment pas mal du tout. Jason Kidd est probablement, a priori, pas un énorme fan, mais je trouve que ses qualités physiques nous font beaucoup de bien. Et justement, j'allais revenir sur ce que tu décrivais, Quentin. Pour moi, c'est pas que Cooper Flagg et Heidi qui ont compensé P.J. Washington. Je trouve que c'est aussi des profils comme le sien, avec une énergie défensive, un jeu au rebond et un jeu de défense fort, qui ont bien compensé l'absence de PJ. Ok, et les gars, on se met à rêver là, avec un retour de Kyrie Irving. Tu rajoutes Irving à cette équipe. Bah, du coup, ouais, on voit un peu le. Ah, je vais pas citer Nico Harrison, mais le projet de Nico Harrison, Quentin. Jamais, parce que vraiment, sérieusement, au premier degré, tu peux pas mettre Cooper Flagg dans l'équation, parce que c'est un énorme coup de chance. Et même si on croit à la théorie du complot, j'avais déjà parlé, c'était pas possible qu'on du trade, il savait qu'on allait avoir Cooper Flagg. Donc, et Cooper Flagg est quand même un ingrédient phare du fait que cette équipe nous fait plaisir. Par contre, c'est sûr que Kyrie Irving donne très envie de revenir, et surtout, parce que je vais quand même le mentionner, ça a été un élément important des derniers matchs, on a beaucoup de mal à garder une belle avance. Et je pense qu'un Kyrie Irving va faire du bien, parce que Eddie, tu peux pas trop lui donner la balle non plus, c'est pas son rôle de garder, de poser le tempo, c'est un 4-5 en poste. Kyrie, il va être très 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 bon là-dedans. On va parler un petit peu maintenant les défaites face aux Pelicans, qui sont dans une bonne passe, ok. On a encore une fois une belle avance qu'on gâche, et c'est arrivé plusieurs fois lors des derniers matchs. Hier, on a 21 points d'avance à un moment, il me semble. Et je veux dire, tout le quatrième quart-temps, Denver est un peu devant à des moments, etc. On l'a gâché, cette avance. Et à la fin, c'est pareil, on mène 131 à 125, je crois, et ça finit à 131, 130. On n'est pas capable de mettre un panier. Donc, le retour de Kyrie Irving va nous faire du bien pour les yeux avec ses lay-ups qu'il nous fait, etc. Mais d'un point de vue gestion du stress, gestion du lead, etc., ça va nous faire un bien fou, parce que ces derniers matchs nous ont fait très mal là-dessus. Et encore une fois, on est à 2 doigts de débriefer. Une énième défaite très frustrante parce que Dallas ne sait pas gérer son lead si le panier à 3 points était rentré. Donc oui, vivement le retour de Kyrie pour moi sur ce point-là qui est aujourd'hui un point faible de l'équipe. Et même il y a des filles, hein, franchement, on avait l'impression que les Mavs maîtrisaient le match, hein, mais c'est juste que le quatrième quart-temps, ça s'est complètement évaporé. C'est ça. Ils n'ont pas su tenir. Il y a 6 ou 8 points d'avance à la fin du troisième, et en fait, à la fin du quatrième, c'est même plus serré. C'est même plus serré, alors que tu mènes plutôt tranquillement tout le match. Et à la fin du match, tu t'as choc totalement. D'ailleurs, Philadelphie a permis de voir ce que c'est le gap quand même entre un Tyrese Maxey et des très sympathiques Brandon Williams et Ryan Nembhard. Mais
tu vois le gap. Hein. Tyrese Maxey, sacré joueur. Je ne peux que être d'accord avec toi, Quentin. C'est là où tu vois la différence de catégorie. Ils boxent pas à la même catégorie. Hein. Tyrese Maxey, c'était, et même quelque part Vijay à un niveau moindre, c'était super impressionnant. On se rend compte que nos joueurs ont leur qualité, mais là ils ont été complètement dépassés, quoi. Et malheureusement, je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas si c'est un peu de suffisance. Contre une Nouvelle-Orléans, j'avais l'impression que c'était un peu de suffisance, honnêtement. Ils se croyaient un peu déjà arrivés, ils croyaient gagner le match, mais t'as pas le droit de lâcher des matchs comme ça, tu vois. Même si les New Orleans, ils sont en train de remonter, ils sont sur une belle série, une belle dynamique, ils ont trouvé une bonne formule, tu vois, 5 victoires d'affilée, qui l'eût cru. Mais quand même, quand tu mènes ça en quatrième quart-temps, tu dois resserrer les rangs. Et quand tu mets pas de panier, tu dois être capable d'être beaucoup plus solide défensivement. Et ça, je trouve qu'on sait pas faire, en fait. Donc, du coup, tu te prends des rincés et psychologiquement, t'as pas le daron qui va poser la balle. Et c'est là que Kyrie Irving, à mon avis, va apporter. T'as pas le daron qui va arrêter la balle, qui va poser tout le monde, qui va mettre des petits paniers qui vont faire du bien. Ça nous manque grave. Les gars, les Mavs sont 12 victoires, 19 défaites, hein, juste à l'extérieur du play-in. On s'était dit, allez, on essaye de viser le 50% de victoire, là, peut-être à la trade deadline. J'espère, ça serait vraiment chouette. Ils jouent suffisamment bien pour faire ça. Après, il y a ce problème de choke dans le quatrième, mais s'ils maintiennent leur niveau de jeu qu'on a vu, même sur les 4-5 derniers matchs, c'est possible, non, Quentin, qu'est-ce que t'en penses? C'est possible, ça reste un scénario optimiste quand même d'aller... Donc là, t'as dit 18, donc on a 7 wins de retard. 7 wins de retard sur l'équilibre. Ça me semble juste avant la trade deadline, sachant que je pense que Kyrie ne revient pas avant fin janvier. Mais il faut essayer de viser de se rapprocher quand même. Le focus, pour moi, il est à faire sur les équipes faibles. Franchement, tu regardes sur nos 19 défaites depuis le début de saison, il y en a quand même beaucoup contre des équipes où on s'est dit on n'est pas censé perdre. Hein. Le Jazz, les Pels, les Sixers qui sont sans Paul George qui tourne bien, sans Embiid, etc. C'est des matchs où on s'est dit ça devrait plutôt le faire. Alors que Denver en back-to-back, je veux dire, on s'était pas dit qu'on allait la chercher celle-là. Le premier match face à Denver, pareil. Tu vois, le match face à Houston, on n'y pensait pas. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus pour aller chercher les matchs qui sont censés être faciles. Sinon, on n'arrivera pas à remonter à 50%. J'avoue que moi, ça m'a mis un petit coup pas de déprime, mais quand même, la défaite face aux Sixers et aux Pelicans, tu te dis, putain, est-ce que ça vaut la peine de kiffer un match autant que face aux Pistons? Parce que vraiment, je reviens sur la dimension physique, j'ai adoré ce match. Bref, ils nous ont montré, pour répondre à ta question, qu'ils ont les ingrédients pour aller les gagner des gros matchs. Et puis ça commence dès demain face à un adversaire qui va être, je pense, un concurrent au classement sur la fin de saison, potentiellement, en la personne des Warriors. Et ça sera extérieur. Nos 4 derniers matchs, on perd à l'extérieur, on gagne à domicile. Nos 6 derniers matchs même, pardon. Les 3 qu'on gagne, c'est chez nous, les 3 qu'on perd, c'est là-bas. Il faut aussi remettre la machine et aller gagner à l'extérieur, ce qui est évidemment chose plus compliquée. Petit road trip là, sur la côte ouest, on a Warriors, aux Kings et aux Blazers. Donc sur les 3, normalement, ça doit gagner là, les Mavs. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu décris, Quentin. Je pense que faut pas se conforter en se disant qu'on est meilleur que ces équipes-là et que du coup, logiquement, on va gagner les matchs. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a un besoin d'opposition et de rivalité, de difficulté pour montrer le niveau de jeu attendu. Moi, je me félicite de gagner 2 matchs contre Denver, c'est beaucoup plus que ce qu'on imaginait, mais je m'attriste de voir qu'on perd 2 fois contre les New Orleans Pelicans. C'est quand même ça aussi le problème, tu vois. Donc, effectivement, ça va être dur d'arriver à 50%, mais ça ne viendra que pour moi 2 choses, c'est beaucoup plus de régularité. De la régularité dans le jeu, de la régularité notamment dans le 4e quart-temps, dans la gestion des émotions, de la gestion du scoring et de l'avance que tu as. Et 2, mine de rien, quand tu as toute l'équipe qui est là, ou tu as le cœur de l'équipe qui est là, moi, je me félicitais de ça contre Détroit, et même contre Philly, on avait récupéré une bonne partie de l'équipe et ça fait du bien de l'avoir de la rotation. La raison pour laquelle on perd à Utah, c'est quand même beaucoup parce qu'on est très très court dans nos rotations. Du coup, quand tu as un effectif, tu tournes à 9-10, c'est pas la même histoire en fait. Après Nico, New Orleans, est-ce que c'est vraiment une équipe si faible que ça? Enfin, je veux dire, ouais, ils sont au fond du classement à l'Ouest, mais quand il y a tous les joueurs qui sont là, et c'était le cas le dernier match contre les Mavs, c'est pas une équipe, surtout à l'extérieur, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. Je pense pas qu'ils soient si nuls que ça. Alors New Orleans, c'est au-delà d'avoir l'effectif là à peu près complet, parce qu'il y a toujours pas des jeunes Murray, et je pense qu'ils ont le changement de coach a fait beaucoup de bien, et ils ont trouvé une formule
que je trouve beaucoup plus équilibré. Alors, c'est un peu triste pour Zion Williamson qui du coup, on repense à Zion, premier tour de draft, dans ces phénomènes, qui du coup est un sixième homme qui vient du banc. Par contre, il faut reconnaître que la formule marche très bien, que Saddiq Bey est super intéressant et que Zion Williamson joue des moins de minutes. Par contre, il est beaucoup plus efficace. Et c'est vrai que la formule marche bien. 5 victoires d'affilée, c'est plus qu'inattendu, hein. Et surtout, tu sens que là, je sais pas si ça va durer, mais il y a une mentalité beaucoup plus d'aller chercher des matchs. Contre les Mavs, c'était ça, tu vois. Ils auraient pu abandonner un peu, laisser tomber le match comme ils l'ont fait plein de fois. Là, ils se sont accrochés. Et il y a beaucoup. Je sais pas où est-ce qu'ils vont finir. J'espère pour la NBA et pour Joe Dumars quelque part qu'ils vont finir plus haut que où est-ce qu'ils sont habituellement. Mais c'est le classement du moment ne reflète pas la valeur du moment, tu vois. Ça. Et puis, on peut pas s'empêcher de penser aussi, de se dire, encore une fois, la conférence Ouest, quel enfer. Là, c'est le dernier de la conférence Ouest. Alors oui, ça reflète pas totalement le niveau, mais tu regardes les équipes qui sont au-dessus, les Grizzlies, ça se remet à gagner en ce moment. Portland, c'est quand même sympa. L'équipe des jeunes, elle tourne quand même plutôt bien. Utah, on a vu que c'est. En fait, il n'y a aucune équipe nulle à l'Ouest. Chose qui. D'habitude, tu as toujours une ou deux équipes, c'est le paillasson de ta conférence. Là, il n'y en a pas. Avant, c'était le Pelicans au début de saison, mais il n'y en a pas, tout simplement. Alors qu'à l'Est, pas besoin de vous les citer, il y en a un contre qui on a réussi à perdre un match. Et je reviens sur un point très intéressant que Nico a dit. On dirait effectivement qu'il y a besoin d'adversité en face pour qu'on se mette à jouer. Et pour moi, ça, c'est un comportement que je ne peux accepter que dans une équipe de vétérans qui a déjà gagné des titres. Type les Warriors, tu vois, quand ils avaient gagné plusieurs titres, ils n'ont plus rien à prouver en saison régulière. Et tu sais quoi, on n'a rien à branler de jouer contre une équipe moyenne. Et il y a un manque de motivation. Mais nous, on n'a pas le droit de se permettre ça. On n'est pas du tout en position. De 1, on n'a rien gagné. Et de 2, on est bas au classement. Donc c'est un comportement qui doit absolument disparaître. On doit prendre tous les matchs au sérieux et encore plus ceux contre des équipes qui sont de notre propre conférence et qui pourraient à la fin se retrouver pas loin de notre bilan. En tout cas, les performances récentes, c'est très mauvais pour la team tanking, hein, parce que même si les Mavs voulaient tanker, je crois qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Tu veux essayer de tanker, tu donnes la balle à Cooper Flag dans le 4e, même tu le fais jouer 40 minutes pour le développer. S'il joue comme ça, jamais de la vie les Mavs vont pouvoir tanker. Donc là, les gars, je crois que on va devoir s'habituer à aller chercher les victoires et peut-être finir en milieu de tableau en fin d'année, Nico. Ouais, on se dirige quand même vers une plage de play-in, hein. On se dirige exactement vers ce qu'on veut pas en fait, hein. Un peu la place du con où on va pas être très bien placé à la draft. Donc bon, pour le formuler différemment, je pense qu'à la fin janvier, là, on aura une vision un peu plus claire d'où est-ce qu'on est et qu'à partir de ce moment-là, il va falloir un peu prendre une décision, quoi. Une nouvelle fois, tu le dis bien, Quentin, c'est du tanking, c'est pas les joueurs qui tankent, hein, c'est des décisions de mise au repos, blablabla, on va dire ça très poliment. Mise au repos que n'a jamais eu Cooper Flag à ce stade-là, même si tu le vois régulièrement un peu doubtful, questionable. On verra à la fin janvier où il se constitue. Parce qu'en plus, pour rajouter un argument de la team tanking, la NBA est en train de réfléchir, et ils ont des réunions actuellement avec les différents general managers, à des solutions pour encore plus contrer, limiter le tanking. Donc on est peut-être sur la dernière année avant que ces nouvelles mesures rentrent en place. Donc on est vraiment sur un truc où c'est la dernière année, on a notre pic avant 2031, dernière année avant peut-être qu'il y ait des mesures, etc. Il y a toutes les flèches de la raison qui disent il faut tanker, mais nos cœurs, quand on voit l'équipe, on n'a pas envie de tanker, ce qui est logique. Donc bon, on a déjà parlé de multiples fois dans le podcast, on accepte d'être dans cet entre-deux. J'espère juste, voilà, au moins si on est dans la partie play-in, juste qu'on soit pas 9 ou 10, parce que j'aimerais vraiment éviter OKC au premier tour, parce que je vois un scénario où, tu vois, où les astres s'alignent, où en fait au premier tour on n'a pas OKC, on arrive à passer l'équipe, ça arrive à souder, et après qui sait qu'est-ce qui peut arriver, pourquoi pas une finale de conférence. Tu vois, c'est un scénario qui est évidemment peu probable, mais il n'est pas impossible selon moi. Donc voilà, écoute, à partir du moment où on va commencer à gagner, moi, il n'y a pas de souci pour être là-dedans. Il faudra vraiment qu'on vise 7 ou 8, mais pour l'instant, on en est quand même loin. Donc voilà, rentrons dans la zone du play-in et puis on verra bien. Les gars, les matchs à venir, on en a parlé, hein, les Warriors, les Kings, et c'est à 11h du soir, heure de France. Hein, ça, c'est aussi le cadeau de Noël, cette fois, du calendrier. Tout à fait. Premier match à moins de minuit en France pour nos Mavericks.
Donc ça fait plaisir que ça tombe lors du Christmas Day. On va être après un match qui s'annonce palpitant, les Spurs les Spurs qui vont chez le Thunder alors qu'ils viennent de perdre lourdement face au Thunder. Donc on risque d'avoir une soirée NBA vraiment super, super bien pour nous autres fans européens. Les Warriors sont pas une équipe qui tourne extraordinairement bien, ils sont pas mauvais non plus, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on est vraiment sur deux équipes qui se regardent totalement dans les yeux, avec une opposition de style. Attends, les Spurs ont battu le Thunder, on est d'accord. Ils viennent de battre le Thunder. J'ai dit le contraire. D'accord, t'as dit l'inverse. Enfin, Pardon, il me semble. excusez-moi. Ok. Non, pour dire qu'on va avoir une belle soirée et que nous, face aux Warriors, on a aussi de quoi les regarder vraiment dans les yeux. Et il y a tout pour que ce match il soit vraiment sympathique. Donc, très beau cadeau pour la Mavs Nation. Et je sais que tout le monde va nous regarder à ce moment-là. Donc, j'espère qu'on va produire du beau jeu. Parce que depuis le temps qu'on attend enfin un match à horaire européenne, voilà, j'espère que nos Mavs vont nous montrer du très bon contenu. Et entre équipes qui se retrouvent un peu à la place du con, c'est pas mal entre Warriors et Mavericks parce qu'il y a. Alors, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais enfin, les Warriors, c'est quand même dans un entre-deux assez pourri. Ça sort d'un match où Damon Green et Steve Kerr sont pas loin de se mettre sur la gueule. Bon, on peut appuyer une équipe qui est pas au mieux non plus, si on peut faire ça. Et comme on disait, gagner des matchs contre les Kings une nouvelle fois, si on parle d'équipe faible, putain, ces matchs-là, il faut vraiment les emporter. Tu vois, on peut pas se laisser. Enfin, je veux dire, on a grillé un peu notre joker là, tu vois, en début de saison. On a grillé tous les jokers qu'on avait. Maintenant, on peut plus se permettre ça en fait. Si on avait un début de saison plus normal, j'aurais un discours différent. Mais là, t'as grillé tous les jokers, donc pour remonter, tu peux rien lâcher en fait. Tu veux remonter rapidement, t'es obligé de les emporter ces matchs-là. Sur ce que tu as mentionné, Barnes, c'est 2 sur 3 minimum pour moi. Même si c'est à l'extérieur, avec nos aspirations, c'est 2 sur 3 qu'il faut viser. Et je suis conscient que ça ne sera pas facile, mais il faut viser clairement 2 sur 3. Ok, eh ben on va suivre ça de près. J'espère qu'on n'aura plus de blessés, là, plus trop de blessés, s'il vous plaît, qu'on récupère nos joueurs, parce que bon, là les absents, c'était Klay Thompson, c'était ils sont illness, hein, c'est-à-dire qu'ils sont malades. Donc normalement, Max Christie, je voulais citer aussi, ils vont revenir. Donc on peut avoir une grosse équipe là sur le road trip. Normalement, oui. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est des nouvelles de Kyrie Irving, qu'elles arrivent quand même, savoir quand c'est qu'on peut à peu près espérer un retour, parce que là, le janvier approche quand même, et puis on a tous très envie. Et ben on va suivre ça de près. J'espère que vous êtes prêts pour Noël, et puis je vous souhaite des bonnes fêtes, et puis on se retrouve très vite. Nous on continue, toutes les semaines à Audi Mavs, ça continue. On risque de se retrouver en 2026, c'était sûrement la dernière émission de 2025, je pense. Mais bon, dans tous les cas, on va vraiment profiter de ce Noël. Avoir son équipe qui joue à Noël, c'est quand même une fierté pour les joueurs, pour les fans. Il n'y a que 10 équipes sur 30 qui l'ont. Et je peux vous dire qu'il y en a qui attendent depuis très, très un grand nombre d'années. Et nous, ces dernières années, grâce à Luka, maintenant grâce à Cooper, on a cette chance-là. Donc on va en profiter, c'est un très beau cadeau. Donc voilà, joyeux Noël à tous les auditeurs et puis bonne fête de fin d'année en général. Joyeux Noël, et puis on vous souhaite que le Papa Noël il dépose un joli maillot comme le maillot de Quentin. C'est un très beau cadeau. Les gars, je vous souhaite un bon Noël, à plus. Ciao. Salut tout le monde.